Calais sera évacué, ils viennent tous ici. Et on ne veut pas d'un deuxième Calais en Belgique. Pour l'heure, ces contrôles ne sont mis en place que sur certains tronçons. Des migrants continuent donc d'entrer en Belgique, comme sur cette route dégagée. Et oui, l'afflux de migrants effraie la Belgique, mais aussi plus à l'est, la Hongrie. Le Premier ministre Viktor Orbán a fait savoir qu'il organiserait prochainement un référendum sur les quotas de répartition des réfugiés, pourtant voulus par Bruxelles. C'est dans ce contexte que l'Autriche réunit aujourd'hui 9 pays des Balkans, la Hongrie également, pour plancher sur justement ces flux migratoires. L'idée est de définir de nouvelles mesures pour réduire les arrivées en provenance de la Grèce. C'est une question de survie pour l'Union européenne. On dit tout à l'heure les représentants autrichiens. Seulement voilà, Athènes, pourtant acteur majeur de la crise, n'a pas été convié. La Grèce, furieuse, dénonce aujourd'hui une initiative, je cite, inamicale. Pendant ce temps-là, sur le front syrien, une question est aujourd'hui posée. Une trêve sera-t-elle ou non bientôt instaurée? La date fixée pour y parvenir approche à grands pas. Elle sera atteinte dans 3 jours maintenant. L'opposition syrienne a accepté sous condition le nouveau projet américano-russe de cessez-le-feu. Si des doutes subsistent quant à sa mise en application, eh bien les Américains veulent y croire. En cas d'échec, eh bien John Kerry a évoqué ce matin un plan B. Écoutez-le. On va devoir s'asseoir à une table et parvenir à un accord sur ce qui doit advenir de la Syrie. Mais il est peut-être déjà trop tard pour garder une Syrie unie. C'est ce qui est en jeu ici. Il y a des gens qui diront que c'est une farce et qui s'en iront. Donc je pense qu'on va voir très rapidement quels sont les pays sérieux au sujet de cette transition et si Assad l'est ou pas. Le projet de trêve qui fait pour le moment réagir. Vladimir Poutine s'entretient aujourd'hui avec le roi d'Arabie Saoudite, le président iranien également. Le président turc s'est lui également exprimé lors d'un discours devant des élus dans son palais d'Ankara, Recep Tayyip Erdogan, qui souhaiterait voir la milice kurde de Syrie, le PYD, exclu de l'accord, tout comme le Front al-Nosra ou l'organisation de l'État islamique. Le Parlement espagnol se prépare à voter, à choisir le chef du futur gouvernement. Vous le savez, le pays tente depuis des semaines de surmonter un blocage politique et la gauche semble plutôt bien partie pour imposer son candidat lors de l'investiture du 1er mars prochain. Le PSOE vient effectivement d'obtenir un soutien crucial, celui des centristes de Ciudadanos. Julien Franchuli. L'affaire est conclue. À gauche, Pedro Sánchez peut être le futur Premier ministre espagnol. À droite, son sauveur, Albert Rivera, le chef de Ciudadanos. Les deux hommes sont longuement applaudis. Ils viennent de signer un accord. Les centristes soutiennent désormais les socialistes. Les deux partis veulent en finir avec la corruption. Ils promettent de régénérer la démocratie. Fin des immunités parlementaires et limitation des mandats de la présidence du gouvernement. Mais pour accéder au pouvoir, les socialistes devront encore convaincre. Outre le soutien des 40 députés de Ciudadanos, Pedro Sánchez devra obtenir l'abstention ou au mieux le soutien de certains élus de Podemos. La formation d'extrême gauche dispose de 69 élus. La droite, pourtant arrivée en tête lors des dernières législatives, se voit donc reléguée au second plan. Son chef, l'ancien Premier ministre Mariano Rajoy, n'a pas réussi à s'allier avec les autres partis. La fin du suspense est prévue dans moins d'une semaine. Le 1er mars, le Parlement devra trancher. Elle lui conforte son avance après le caucus du Nevada. Lui, c'est Donald Trump, toujours en tête des sondages outre-Atlantique. Le milliardaire américain a remporté hier une large victoire face à ses rivaux, Marco Rubio, Ted Cruz. Une troisième percée d'affilée pour l'homme d'affaires qui recueille après les derniers décomptes 46% des voix. Leila Sali. Nouveau triomphe pour Donald Trump. Le milliardaire remporte le Nevada avec une avance confortable sur ses adversaires. Il jubile. Vous savez, il y a quelques mois, personne ne nous disait gagnant. Vous le savez bien. Bien sûr, si vous écoutez les faiseurs d'opinion, on ne devait presque rien remporter. Et là, on gagne, et on gagne le pays. Et bien sûr, c'est le pays qui va commencer à gagner. Selon les premiers résultats, Donald Trump l'emporte largement avec plus de 40% des voix, soit plus de 20 points d'avance. Derrière, Marco Rubio et Ted Cruz sont au coude à coude. Les bulletins de vote sont encore en train d'être comptés.
Et je tiens à féliciter les conservateurs de tout le pays qui se sont mobilisés pour cette campagne. Avec le Nevada, le milliardaire remporte sa 3e victoire d'affilée sur les 4 États qui ont déjà voté. Un score qui le conforte dans son statut de favori auprès des républicains, avant une étape importante, le Super Tuesday, le 1er mars prochain, au cours duquel 12 États voteront en même temps. Il y a une semaine, nous vous annoncions qu'El Niño avait amorcé son déclin. Ce phénomène météorologique affectant le régime des vents, la température de la mer, mais aussi les précipitations, pourrait aussi impacter l'ensemble de l'écosystème de l'océan Indien. La hausse des températures se fait déjà sentir sur les coraux de l'île Maurice. Les explications tout de suite de Marc Pope. Ces bancs de corail au large de l'île Maurice pourraient bientôt disparaître. En cause, la hausse des températures depuis plusieurs années, mais surtout le phénomène El Niño. Ce courant chaud équatorial du Pacifique connaît cette année une forte intensité. En fait, on se rend compte que la température au mois de décembre, enfin mi-décembre, était pratiquement identique à la température de février-mars l'année dernière. Donc, normalement, février-mars, c'est la période la plus chaude, et on se rend compte qu'en fait, la période la plus chaude a avancé dans le temps. Avec une température de l'eau supérieure à 30 degrés, le corail a peu de chances de survivre. Il faut dire que l'espèce est particulièrement fragile. S'il faut plusieurs années pour qu'elle grandisse de quelques centimètres, il ne lui faut que quelques jours pour mourir. Si jamais ce phénomène-là arrive à Maurice, ça nous prendra 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans pour nous en remettre. El Niño est un phénomène qui démarre dans le Pacifique, mais avec le courant sud-équatorial, avec la circulation globale dans les océans, cet impact-là se retrouve aussi dans l'océan Indien avec quelques mois de décalage. La détérioration du corail entraîne des disparitions d'espèces animales ou encore l'érosion des plages. C'est donc aujourd'hui toute l'économie de la région, largement dépendante du tourisme et de la pêche, qui pourrait être affectée. Ouais, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous restez avec nous. On se retrouve dans une vingtaine de minutes pour un nouveau point complet sur l'info. À tout à l'heure.